Et si le secret d'un hiver plus chaud et d'une facture de chauffage plus basse ne résidait pas dans quelques nouveaux thermostats intelligents, mais dans une technique romaine vieille de 2000 ans, cela semble fou, n'est-ce pas? Avant que notre monde ne fonctionne à l'électricité et au gaz, avant que nous dépendions tous de réseaux électriques fragiles, nos ancêtres affrontaient des hivers brutaux et glaciaux avec rien d'autre que ce qu'ils pouvaient trouver autour d'eux et une sérieuse ingéniosité. Et les systèmes de chauffage qu'ils ont conçus étaient si efficaces, si brillamment simples, que la qualité de chaleur qu'ils produisaient est quelque chose que nous recherchons encore aujourd'hui. Nous avons cette idée que le passé n'était qu'une époque de misère constante et frissonnante, mais ce n'est pas toute l'histoire. La vérité est que les gens ont toujours été maîtres du confort et de la chaleur. Ils comprenaient des concepts comme la chaleur radiante, la masse thermique et la circulation d'air à un niveau si intuitif que cela nous semble presque magique maintenant. Ils ont construit des systèmes qui étaient robustes, durables et complètement autonomes. Alors dans cette vidéo, nous n'examinons pas seulement quelques vieilles cheminées. Nous redécouvrons 7 systèmes de chauffage DIY oubliés de partout dans le monde qui pourraient faire plus que simplement vous tenir au chaud. Ils pourraient changer votre façon de penser l'énergie, le confort et la survie elle-même. Ce sont les secrets perdus pour rester confortable, conçus par des civilisations qui maîtrisaient le froid bien avant que la première ampoule ne clignote. L'Hippocauste romain, l'aube du chauffage central. Commençons dans le cœur du plus grand empire du monde antique, Rome. Quand vous pensez à l'ingénierie romaine, vous imaginez probablement les aqueducs et le Colisée, mais l'une de leurs inventions les plus luxueuses et intelligentes était complètement cachée, juste sous leurs pieds. Elle s'appelait l'Hippocauste. Le nom vient des mots grecs anciens signifiant « sous » et « brûlé ». Et c'est une description parfaite. C'était un système de feu par en dessous. Les Romains l'ont perfectionné vers le 1er siècle avant JC et c'est devenu le symbole ultime de statut social, utilisé pour chauffer les immenses bains publics et les villas luxueuses à travers l'Empire. Alors comment cette chose fonctionnait-elle réellement? D'abord, les constructeurs romains surélevaient le sol d'une pièce sur de courts piliers robustes appelés pila, créant un espace creux en dessous. À l'extérieur du bâtiment, ou dans un sous-sol, se trouvait un four massif appelé le praefurnium. Les esclaves alimentaient ce four avec du bois jour et nuit pour maintenir un grand feu rugissant. Le vrai génie était ce qu'ils faisaient avec toute cette chaleur. Au lieu de simplement laisser la fumée et l'air chaud s'échapper, ils les canalisaient dans cet espace creux sous le sol. Le gaz chaud tourbillonnait autour des piliers, chauffant les couches de tuiles et de béton au-dessus à la température parfaite. Imaginez marcher pieds nus sur un sol de pierre chaude pendant un sale hiver en Bretagne ou en Allemagne, c'était le genre de luxe que l'Hippocauste offrait. Mais il ne s'arrêtait pas là. Pour les pièces qui devaient être extra chaudes, comme la pièce chaude d'un bain public, il concevait des tuiles creuses, appelées tubuli, pour agir comme des conduits à l'intérieur des murs. L'air chaud en dessous du sol était aspiré à travers ces conduits muraux, chauffant les murs eux-mêmes avant de finalement s'échapper par une cheminée. Cela créait une pièce qui était chauffée de tous côtés, vous enveloppant dans une couverture de chaleur radiante. Franchement, c'est une chaleur plus confortable et pénétrante que ce que vous obtenez des radiateurs modernes qui chauffent principalement juste l'air. Bien sûr, ce niveau de confort avait un prix. Faire fonctionner un hippocauste demandait énormément de travail et brûlait des montagnes de bois de chauffage, donc seuls les super riches pouvaient se le permettre. Quand l'Empire romain est tombé, cette technologie incroyable a été pratiquement perdue pour le monde occidental pendant 1000 ans. Une idée brillante enterrée dans la poussière de l'histoire. L'ondol coréen, chaleur radiante pour le peuple. Pendant que les Romains chauffaient les villas de leur 1%, un système totalement différent et sans doute plus intelligent de chauffage par le sol était perfectionné de l'autre côté du monde. En Corée, ils ont développé l'ondol, un système si efficace et central à la culture qu'il a été utilisé continuellement pendant plus de 2000 ans. Ondol signifie littéralement pierre chaude et c'est le cœur de son design. Contrairement à l'Hippocauste romain, qui avait besoin de son propre four dédié, l'ondol était un chef-d'œuvre de recyclage. Il intégrait brillamment la chaleur de la cuisine quotidienne directement dans le système de chauffage de la maison. La cheminée, ou agungi, était généralement dans la cuisine, qui était construite légèrement plus bas que les pièces principales. Quand vous allumiez un feu pour cuisiner le dîner, la fumée et l'air chaud n'allaient pas simplement dans une cheminée. Au lieu de cela, un réseau de conduits horizontaux en pierre canalisait cet échappement chaud sous le sol de la pièce suivante.
Le sol lui-même était fait d'épaisses pierres plates appelées gudeljang, qui étaient ensuite recouvertes d'argile et de papier huilé pour les rendre lisses et imperméables. Alors que le gaz chaud passait à travers les conduits, ces pierres gudeljang absorbaient une énorme quantité de chaleur, transformant essentiellement tout le sol en une batterie thermique géante à libération lente. La chaleur rayonnait ensuite vers le haut, doucement et uniformément, réchauffant la pièce pendant des heures. Même après que le feu de cuisine était éteint, le sol de pierre chaude continuait à rayonner de la chaleur tard dans la nuit. Certains systèmes ondoles exceptionnellement bien conçus étaient célèbres pour la durée pendant laquelle ils pouvaient maintenir leur chaleur. Cette technologie a littéralement façonné la vie coréenne parce que le sol était la partie la plus chaude de la maison, la vie quotidienne, manger, dormir, traîner, tout se passait sur le sol. C'était même considéré comme saint. Il y a un record de la dynastie Joseon où le roi Sejong dit à un courtisan malade d'aller se reposer sur un sol ondol chaud pour récupérer. L'hypocauste était un symbole de luxe impérial qui s'est estompé, mais l'ondol était un système de chauffage pratique et démocratique pour tous. Ces principes sont si solides que les appartements coréens modernes utilisent encore une forme d'ondol, juste avec des tuyaux d'eau chaude au lieu de fumée. Le lit poêle Kang chinois, la combo de survie ultime. Maintenant voyageons de la Corée aux plaines glaciales du nord de la Chine, où nous trouvons une autre pièce étonnante d'ingénierie thermique née du besoin brutal de survivre au froid. Rencontrez le Kang ou le lit poêle chauffé. Ce n'est pas juste un radiateur, et ce n'est pas juste du mobilier, c'est essentiellement le canapé chauffé, le lit et le salon original, tout roulé en une plateforme hyper efficace. Pendant des milliers d'années, les familles dans les régions nordiques de la Chine ont compté sur le Kang, qui a une histoire remontant à au moins 200. L'installation de base est une plateforme surélevée et creuse faite de briques ou d'argile adobe qui occupe souvent une grande partie de la pièce principale. Comme l'ondol, le Kang est un cours magistral de recyclage de chaleur. Un poêle de cuisine voisin est connecté à l'intérieur creux du Kang par une série de conduits. La fumée chaude de la cuisine du dîner, qui serait normalement juste gaspillée, est acheminée à travers des canaux sinueux à l'intérieur de la plateforme avant qu'elle ne sorte finalement par une cheminée. Ce processus transfère la chaleur de la fumée dans la brique dense ou l'argile du Kang. La clé ici est la masse thermique. Les matériaux lourds absorbent la chaleur lentement et uniformément. Il pourrait falloir quelques heures pour vraiment se réchauffer, mais une fois qu'il est chaud, le Kang rayonne une chaleur douce et constante toute la nuit, bien après que le feu soit mort. Cela signifiait qu'une famille pouvait cuisiner son repas du soir et préchauffer son lit pour toute la nuit avec exactement le même combustible. C'est un niveau d'efficacité que nos appareils modernes à usage unique ne peuvent égaler. La vie tournait autour du Kang. Pendant la journée, c'était un endroit chaud pour travailler, manger et socialiser. La nuit, toute la famille dormait dessus, partageant sa chaleur communale. Des études modernes ont même montré qu'un Kang bien conçu peut réduire la quantité de bois de chauffage nécessaire de plus de 35%. Dans un endroit où le combustible était précieux, cette efficacité n'était pas un luxe, c'était la clé de la survie. Nous venons de voir comment 3 cultures anciennes différentes ont développé d'incroyables solutions de chaleur radiante qui rivalisent avec notre technologie moderne. Si vous trouvez cette sagesse oubliée aussi fascinante que moi, faites-moi une faveur et appuyez sur ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne et me dit que vous voulez plus d'exploration profonde du génie de la technologie ancienne. D'accord? Maintenant retournons en Europe et voyons ce qui s'est passé après la chute de Rome. Le chauffage central monastique médiéval, maintenir la flamme vivante. Après l'effondrement de l'Empire romain, l'Europe est entrée dans une période où beaucoup de cette ingénierie romaine avancée, y compris l'hypocauste, a été essentiellement oubliée. Pour la plupart des gens, le chauffage est redevenu un simple feu ouvert, fumant et inefficace au milieu de la pièce. Mais dans le monde calme et isolé des monastères médiévaux, les moines maintenaient la flamme de l'innovation allumée. Vous pourriez penser aux monastères comme aux Silicon Valley du Moyen-Âge. Ils étaient des centres d'apprentissage et d'ingénierie, et ces moines avaient un gros problème, leurs énormes abbayes de pierre étaient froides, pleines de courants d'air et un cauchemar à chauffer. Une simple cheminée n'allait pas suffire, alors utilisant ce qu'ils se souvenaient de la connaissance romaine et leur propre intelligence, ils ont développé leur propre forme de chauffage central. La pièce chauffée la plus importante dans un monastère était le calfactory, qui signifie littéralement la salle de réchauffement.
C'était souvent la seule pièce chauffée en plus de la cuisine, et les moines s'y entassaient pour se dégeler après des heures passées à travailler dans le froid. Le feu dans le calfactory était traditionnellement allumé le 1er novembre et maintenu brûlant tout l'hiver jusqu'au vendredi saint. Dans certains monastères, ils construisaient une version modifiée de l'hypocauste, où un feu en dessous envoyait de l'air chaud à travers des canaux sous le sol. Mais ils amélioraient souvent la conception, utilisant le feu pour chauffer d'énormes pierres de granit qui retiendraient et rayonneraient la chaleur pendant très longtemps. Une utilisation intelligente de la masse thermique. Mais les systèmes monastiques les plus époustouflants étaient essentiellement les arrière-arrière-grands-pères du chauffage hydraulique moderne. Certains ordres de moines étaient maîtres de la gestion de l'eau. Ils détourneraient des ruisseaux pour qu'ils coulent à travers le monastère, et dans un coup de génie, ils canaliseraient une partie de cette eau à travers une citerne ou des tuyaux chauffés par un four. Cela leur donnait un approvisionnement en eau chaude qui pouvait être acheminé vers d'autres parties du monastère. C'était une chaleur propre, sans fumée. C'était un bond technologique massif. Pendant que la plupart de l'Europe était blottie autour de feux fumants, ces moines jouaient avec les principes de base des chaudières et radiateurs que nous utilisons aujourd'hui, prouvant que l'ingéniosité ne s'est jamais arrêtée, même dans les âges sombres. Le chauffage par le sol anatolien, l'histoire d'origine vraie. Les Romains ont peut-être perfectionné l'hypocauste, mais il s'avère qu'ils n'ont pas inventé l'idée du chauffage par le sol. Pour trouver ses racines antérieures, nous devons voyager vers l'Est jusqu'à l'ancienne Anatolie, dans la Turquie moderne. Les découvertes là-bas ont repoussé la chronologie de cette technologie bien en arrière, montrant que les gens au Moyen-Orient jouaient avec le chauffage radiant par le sol des siècles avant les Romains. L'un des exemples les plus remarquables a été trouvé dans ce qui est cru être le palais d'un roi nommé Arzawa, datant d'environ 330 JC, c'est plus de 1000 ans avant que l'hypocauste ne soit une vue commune à Rome. Dans les ruines de ce palais ancien, les archéologues ont découvert un système sophistiqué de canaux construits sous les sols, conçus pour tirer la chaleur d'un feu central et la répartir sous les zones de vie. C'est énorme, parce que cela montre que l'idée de transformer un sol en radiateur géant n'était pas juste un coup de génie romain unique. C'était une solution à laquelle les gens intelligents sont arrivés dans différentes parties du monde face au même problème. Les systèmes anatoliens étaient probablement réservés à l'élite, mais ils prouvent que les principes de base étaient compris bien plus tôt que nous ne le pensions autrefois. Cela montre juste que la technologie ne se déplace pas toujours en ligne droite. Les grandes idées peuvent surgir, être raffinées, être perdues, puis être redécouvertes encore et encore. Ces premiers systèmes sont un chapitre crucial, souvent oublié, dans l'histoire du confort humain. Les foyers et braseros grecs, chaleur portable et pratique, d'accord. Donc les systèmes massifs de chauffage par le sol sont impressionnants, mais ils n'étaient pas exactement pratiques pour la personne moyenne. Alors qu'en est-il d'une famille ordinaire vivant dans une maison plus petite dans la Grèce antique? Il comptait sur deux outils beaucoup plus simples, plus polyvalents et vraiment DIY, le foyer central et le brasero portable. La source de chaleur principale dans la plupart des maisons anciennes était le foyer central ou Eshara. C'était essentiellement un foyer de feu désigné au milieu de la pièce principale. Son emplacement central était la clé. Contrairement à une cheminée construite dans un mur, un foyer central rayonne la chaleur à 360 degrés, réchauffant toute la pièce beaucoup plus efficacement. Un simple trou dans le toit laissait sortir la fumée. Mais le vrai génie du chauffage grec était sa flexibilité, et pour cela, ils utilisaient le brasero. Un brasero est juste un pot simple, généralement fait de métal ou d'argile, conçu pour contenir des charbons chauds. Pensez-y comme un radiateur personnel et portable, vous feriez rugir un feu dans le foyer principal, puiseriez quelques braises rougeoyantes dans un brasero, puis emmèneriez la chaleur avec vous dans n'importe quelle pièce de la maison. C'était une solution incroyablement intelligente. Vous n'aviez pas besoin d'un feu dangereux dans chaque pièce. Au lieu de cela, vous aviez une chaleur ciblée et à la demande exactement où vous en aviez besoin. Vous travaillez dans une pièce, apportez le brasero avec vous, vous allez au lit, déplacez-le dans la zone de sommeil pour d'abord enlever le froid de l'air. C'est un niveau de flexibilité que notre chauffage central manque souvent. Nous chauffons toute notre maison, gaspillant de l'énergie sur des pièces vides. Les Grecs anciens pratiquaient essentiellement une forme de chauffage de zone que nous ne redécouvrons qu'avec la technologie de maisons intelligentes. Ils comprenaient qu'il est plus efficace de chauffer la personne, pas tout le bâtiment. Les foyers égyptiens améliorés par soufflet forçaient le feu
Pour notre dernier système, allons en Égypte ancienne et concentrons-nous non pas sur une structure, mais sur un outil qui a complètement changé notre relation avec le feu, les soufflets. Cela peut sembler simple, mais ajouter des soufflets à un feu est un bond quantique dans la technologie de chauffage. C'est l'ancêtre ancien des fours à air pulsés que nous utilisons aujourd'hui. Un feu a besoin de combustible, de chaleur et d'oxygène. Pendant des milliers d'années, les gens étaient plutôt passifs concernant cette dernière partie, comptant juste sur la circulation d'air naturel. Cela signifiait que les feux étaient souvent fumants et ne brûlaient pas très efficacement. L'invention des soufflets, dès 1500 AV en Égypte, a tout changé. Un soufflet n'est qu'une pompe à air primitive, un sac avec des poignées et un bec que vous pressez pour projeter un jet d'air. Quand vous visez ce jet d'air à la base d'un feu, vous augmentez dramatiquement l'approvisionnement en oxygène. Le résultat, un feu qui brûle plus chaud, plus propre et avec beaucoup plus d'efficacité. C'est comme ajouter un turbocompresseur à votre foyer. C'était un changement de donne. Pour les métallurgistes, cela signifiait qu'ils pouvaient finalement obtenir des feux assez chauds pour fondre les métaux. Mais pour le chauffage, cela signifiait que vous pouviez obtenir beaucoup plus de chaleur avec la même quantité de combustible. Un feu attisé par des soufflets pouvait chauffer une pièce rapidement et puissamment. Il brûlait aussi le combustible plus complètement, ce qui signifiait moins de fumée à l'intérieur de la maison. Ce principe fondamental, utiliser l'air forcé pour améliorer la combustion, est le fondement du chauffage moderne. Chaque four à gaz aujourd'hui a un ventilateur qui pousse l'air à travers le système. Les anciens Égyptiens, utilisant de simples soufflets de cuir et de bois, exploitaient exactement la même idée il y a 3500 ans. Il s'agissait de manipuler la chimie même du feu, représentant une compréhension plus profonde de comment générer et contrôler la chaleur. Les trois autres merveilles de chauffage oubliées, mais nous n'avons pas fini. Avant de conclure, il y a trois autres systèmes de chauffage incroyables qui méritent leur moment sous les projecteurs. Des systèmes si impressionnants qu'ils font paraître notre technologie moderne presque primitive en comparaison. Le hammam turc. Commençons dans le cœur de l'Empire ottoman avec le hammam, le système de bain turc qui a transformé le chauffage à vapeur en forme d'art. Pendant que les Romains étaient maîtres de l'air chaud, les Ottomans ont perfectionné quelque chose d'encore plus luxueux, la chaleur thérapeutique à vapeur. Le génie du hammam n'était pas juste dans le chauffage d'une pièce. C'était dans la création d'un microclimat entier. Le système commençait avec un four massif, généralement situé dans le sous-sol, qui chauffait une grande chaudière remplie d'eau. Mais voici où cela devient brillant. Au lieu de juste faire circuler l'eau chaude, ils utilisaient la vapeur elle-même comme médium de chauffage. La vapeur voyagerait à travers un réseau de murs creux et de plafonds en dômes spécialement conçus. Ces dômes iconiques n'étaient pas juste pour le spectacle, ils étaient conçus pour collecter la condensation et la canaliser vers le bas des murs, créant un cycle continu de circulation de vapeur. Le résultat était une pièce qui restait à une chaleur parfaite et humide, qui pénétrait profondément dans vos os. Ce qui est époustouflant, c'est le niveau de contrôle de température qu'ils ont atteint. Différentes pièces dans un complexe de hammam auraient différents niveaux de chaleur, de la zone de changement fraîche à la pièce brûlante, tout contrôlé en régulant le débit de vapeur à travers des vannes de bronze. C'était essentiellement la climatisation ancienne qui créait des environnements de guérison, quelque chose que nos spas modernes essaient encore de répliquer. Le poêle russe. Maintenant, dirigeons-nous vers le nord en Russie, où des hivers brutaux exigeaient des solutions de chauffage qui pouvaient durer les nuits les plus longues et les plus froides. Voici le poêle russe, ou pechka, une structure massive en briques qui n'était pas juste un radiateur, c'était essentiellement une installation de stockage de chaleur pour votre maison. Ce n'étaient pas vos cheminées typiques. Un poêle russe traditionnel pouvait peser plusieurs tonnes et occuper une partie significative d'une pièce. Le secret était dans le labyrinthe incroyablement complexe de canaux et de chambres internes, tous conçus pour extraire chaque BTU possible du combustible avant de laisser échapper la chaleur. Voici comment la magie fonctionnait. Vous construisiez un feu dans la boîte à feu, mais au lieu que les gaz chauds montent directement dans une cheminée, ils prenaient un long voyage sinueux à travers un labyrinthe de passages à l'intérieur de la structure massive en briques. Au moment où l'échappement atteignait finalement la cheminée, il avait donné presque toute sa chaleur à la masse thermique du poêle. Le résultat, vous pouviez allumer un poêle russe pendant juste quelques heures et il rayonnerait une chaleur constante et confortable pendant une journée entière, parfois même plus longtemps.
Certains de ces poêles étaient si efficaces que les familles n'avaient besoin de les allumer qu'une ou deux fois par semaine, même dans les profondeurs d'un hiver sibérien. Nous parlons d'un système de chauffage qui pouvait stocker et libérer lentement la chaleur pendant 12 à 24 heures d'une seule session de combustion. Le poêle en carreau suédois, notre dernière merveille oubliée, nous emmène en Suède où ils ont développé ce qui pourrait être la solution de chauffage la plus élégante jamais créée, le kakelugn ou poêle en carreau suédois. Ce n'était pas juste fonctionnel, c'était un chef-d'œuvre à la fois d'ingénierie et d'artisanat. Les poêles en carreau suédois ont pris le concept russe et l'ont raffiné à un niveau presque scientifique. La conception interne était incroyablement sophistiquée, avec des chemins de conduit précisément calculés qui forçaient les gaz chauds à abandonner leur chaleur par étapes. Mais la vraie innovation était dans l'extérieur. Au lieu de briques simples, ces poêles étaient couverts de beaux carreaux de céramique qui n'étaient pas juste décoratifs, ils étaient fonctionnels. Ces carreaux agissaient comme régulateurs thermiques. La céramique absorbait la chaleur pendant la phase de combustion, puis la rayonnait lentement et uniformément, créant ce que les ingénieurs en chauffage appellent aujourd'hui chaleur radiante douce. La température de surface était parfaitement calibrée pour être chaude au toucher, mais jamais brûlante, la rendant sûre pour les enfants et incroyablement confortable d'être prêt. L'approche suédoise était tout sur la précision. Ils calculaient la taille exacte de la chambre de combustion, la longueur de chemin optimale pour les gaz de conduit et même l'épaisseur idéale des carreaux de céramique. Le résultat était un système de chauffage si efficace qu'il est devenu le modèle pour les poêles à bois modernes haute efficacité. Même aujourd'hui, les fabricants européens de poêles en céramique utilisent des principes de design que les Suédois ont perfectionnés il y a des siècles. Quand des villes entières restaient au chaud, mais les maisons individuelles n'étaient que le début. Certaines des civilisations les plus ambitieuses de l'histoire ne se sont pas arrêtées à chauffer les maisons, elles ont chauffé des villes entières. Et l'échelle de ces réseaux de chauffage urbain ferait pleurer d'envie les planificateurs de villes modernes. Les Romains, jamais du genre à penser petit, ont étendu leur technologie d'hypocauste au-delà des bâtiments individuels pour créer ce qui était essentiellement le premier système de chauffage urbain du monde. Dans les plus grandes villes romaines, des réseaux de fours souterrains et de canaux de distribution créaient des zones chaudes qui pouvaient réchauffer des quartiers entiers. L'exemple le plus impressionnant était les thermes de Caracalla à Rome, un complexe massif qui pouvait accueillir plus de 1600 baigneurs à la fois. Mais ce n'était pas juste un bâtiment unique, c'était l'ancre d'un district entier chauffé. Le système de four était si énorme qu'il nécessitait un aqueduc dédié juste pour fournir l'eau pour la génération de vapeur, et les chambres de feu souterraines étaient assez grandes pour que les esclaves puissent marcher debout à travers elles. L'air chaud et la vapeur de ce système central ne chauffaient pas juste les bains, ils étaient canalisés pour réchauffer les bâtiments gouvernementaux voisins, les magasins et même quelques villas privées. C'était de la planification urbaine à une échelle qui ne serait plus vue jusqu'à l'âge industriel. Le génie géothermique de l'Islande. Pendant ce temps, dans l'Islande médiévale, les Vikings exploitaient une source d'énergie encore plus impressionnante, la terre elle-même. L'activité géothermique abondante de l'Islande signifiait que l'eau naturellement chauffée jaillissait littéralement du sol, et les colons islandais étaient assez intelligents pour la capturer. Au XIIIe siècle, des villes islandaises comme Reykjavik avaient développé des systèmes sophistiqués de tuyaux en bois et de canaux en pierre qui capturaient les sources chaudes et distribuaient l'eau chauffée dans tout l'établissement. Les maisons, ateliers et même les églises étaient chauffées par ce réseau géothermique. Ce qui est incroyable, c'est que ce n'était pas une solution temporaire, c'était la fondation d'une infrastructure de chauffage qui a été continuellement améliorée pendant plus de 700 ans. Le Reykjavik moderne utilise encore essentiellement le même concept, juste avec de meilleurs tuyaux et pompes. Aujourd'hui, plus de 90% des maisons d'Islande sont chauffées par l'énergie géothermique, en faisant l'un des systèmes de chauffage les plus durables de la planète. Les villes de l'âge de la vapeur. En avançant rapidement au XIXe siècle, des villes comme New York et Londres expérimentaient avec des réseaux massifs de distribution de vapeur qui font paraître nos systèmes de chauffage modernes pittoresques. Ce n'était pas juste pour des bâtiments individuels, des pâtés de maisons entiers étaient chauffés depuis des centrales à vapeur centralisées. À Manhattan, la New York Steam Company, fondée en 1892, a construit un réseau de tuyaux de vapeur souterrains qui fonctionne encore aujourd'hui. Ces bouffées iconiques de vapeur que vous voyez s'élever des bouches d'égout à New York,
C'est le fantôme d'un système de chauffage vieux de 40 ans qui réchauffait autrefois des milliers de bâtiments depuis une poignée d'usines de chaudières massives. À son apogée, les réseaux de chauffage à vapeur dans les grandes villes étaient des merveilles d'ingénierie qui nécessitaient leurs propres centrales électriques, des armées de travailleurs et des contrôles de pression et de température incroyablement sophistiqués. C'était une infrastructure à une échelle qui exigeait la coordination de gouvernements municipaux entiers. Le côté sombre du génie ancien, mais si ces systèmes de chauffage étaient si brillants, si efficaces et si effectifs, pourquoi les avons-nous abandonnés? La vérité est que malgré toute leur ingéniosité, ces systèmes anciens venaient avec des inconvénients sérieux que nos ancêtres devaient supporter, mais nous n'avons pas à le faire. Le problème de main-d'œuvre, d'abord et avant tout, était l'incroyable quantité de travail humain requis. Un hippocauste romain avait besoin d'esclaves travaillant 24h/24 pour alimenter les fourneaux. Un poêle russe nécessitait quelqu'un avec des compétences sérieuses pour construire et maintenir les canaux internes complexes. L'ondol coréen demandait une attention constante pour maintenir les feux de cuisine brûlant à la bonne intensité. Dans un monde où la main-d'œuvre humaine était bon marché et abondante, ce n'était pas nécessairement un problème insurmontable, mais alors que les sociétés se développaient et que la main-d'œuvre devenait plus précieuse, l'idée de dédier plusieurs personnes à temps plein juste pour maintenir un bâtiment au chaud commençait à sembler de moins en moins pratique, le cauchemar de sécurité. Ensuite, il y avait les dangers très réels. L'empoisonnement au monoxyde de carbone était une menace constante avec tout système qui acheminait les gaz de combustion à travers les espaces de vie. Les incendies de maison étaient incroyablement communs, surtout avec des systèmes comme le Kang, où vous aviez littéralement des canaux de feu qui passaient sous l'endroit où les gens dormaient. Beaucoup de ces systèmes nécessitaient aussi des flammes ouvertes à l'intérieur des maisons, et sans équipement de sécurité incendie moderne, une seule erreur pouvait brûler des quartiers entiers. Les villes médiévales combattaient constamment les incendies qui commençaient par les systèmes de chauffage, et la construction en bois de la plupart des maisons signifiait qu'un accident de chauffage pouvait détruire des districts entiers. Le fardeau de maintenance, ces systèmes étaient aussi incroyablement demandants en maintenance. Les canaux de conduit dans un poêle russe nécessitaient un nettoyage régulier pour prévenir les blocages dangereux. L'hippocauste nécessitait des maçons experts pour réparer les sols et murs fissurés. Même le simple brasero grec avait besoin de quelqu'un qui comprenait comment gérer les charbons en sécurité. Dans notre monde moderne, nous attendons que notre chauffage soit essentiellement sans maintenance. Nous voulons actionner un interrupteur ou ajuster un thermostat et avoir une chaleur instantanée et fiable. L'idée de passer des heures chaque jour juste pour maintenir votre système de chauffage en fonctionnement semble presque médiévale parce que c'est littéralement le cas. La grande révolution du chauffage. Le coût fatal réel à ces systèmes anciens n'était pas juste leur limitation pratique, c'était un changement fondamental dans la façon dont nous pensions l'énergie et le confort. Et ce changement s'est produit pendant la révolution industrielle, quand tout a changé. La révolution du charbon, le premier changeur de donne était le charbon. Soudain, il y avait une source de combustible qui brûlait plus chaud et plus longtemps que le bois, et elle était disponible en quantité massive. Le charbon pouvait alimenter non seulement des maisons individuelles, mais des usines et centrales électriques entières. Il promettait un niveau de commodité et de puissance que les systèmes alimentés au bois ne pouvaient simplement pas égaler. Mais le charbon a aussi changé l'économie du chauffage. Au lieu de systèmes conçus autour de la conservation soigneuse et du recyclage de la chaleur, nous pouvions soudain nous permettre d'être gaspilleurs. Pourquoi construire un poêle russe complexe pour presser chaque BTU de votre combustible quand vous pouviez juste pelleter plus de charbon dans un four simple? Le piège de centralisation. L'âge industriel a aussi apporté avec lui une histoire d'amour avec la centralisation. Pourquoi avoir des systèmes de chauffage individuels quand vous pouviez construire des centrales électriques massives et distribuer l'énergie à travers des réseaux? Cela semblait plus efficace, plus moderne, plus rationnel. Le problème est que la centralisation échangeait souvent l'efficacité pour la commodité. Un hippocauste pourrait avoir été efficace à 80% pour convertir le combustible en chaleur utile, mais une centrale au charbon qui génère de l'électricité, qui alimente un radiateur électrique, pourrait seulement être efficace à 30% au moment où l'énergie atteint votre maison. Mais la centralisation offrait quelque chose que les systèmes anciens ne pouvaient pas. La simplicité pour l'utilisateur final, vous n'aviez pas besoin de comprendre la masse thermique ou la conception des conduits ou la gestion du combustible, vous n'aviez qu'à actionner un interrupteur.
La dépendance au réseau. Ce changement a créé quelque chose que nos ancêtres n'ont jamais eu à s'inquiéter, la dépendance complète à l'infrastructure centralisée. Une famille coréenne avec un système Ondol était essentiellement indépendante énergétiquement. Tant qu'elle avait du bois et la compétence pour maintenir son système, elle pouvait rester au chaud peu importe quoi. Mais une fois que nous sommes devenus dépendants du réseau électrique, des pipelines de gaz et des livraisons de pétrole, nous avons échangé la résilience pour la commodité. Une panne de courant qui aurait été un inconvénient mineur pour quelqu'un avec un hypocauste romain est devenue une urgence potentiellement mortelle pour quelqu'un dépendant du chauffage électrique. L'illusion du confort, peut-être le plus important, nous avons changé notre définition même du confort. Les systèmes de chauffage anciens créaient ce que les ingénieurs appellent confort radiant. Une chaleur profonde qui pénètre les os et vous fait vous sentir confortable même à des températures d'air plus basses. Les systèmes modernes à air pulsé créent confort convectif. Ils chauffent l'air qui vous chauffe ensuite. Le problème est que le chauffage convectif se sent souvent moins confortable et nécessite une utilisation d'énergie plus élevée pour atteindre le même niveau de chaleur subjective. Mais c'est rapide, c'est contrôlable et cela ne nécessite aucune compréhension de la physique thermique. Nous avons échangé la qualité du confort pour la vitesse et la simplicité. Ce que nous avons perdu dans l'échange, en choisissant la commodité plutôt que l'ingéniosité, nous avons perdu plus que juste des techniques de chauffage. Nous avons perdu une compréhension profonde et intuitive de comment l'énergie thermique fonctionne. Nous avons perdu des systèmes qui étaient intrinsèquement durables et d'origine locale. Le plus important, nous avons perdu des systèmes de chauffage qui étaient beaux. Un poêle en carreau suédois n'était pas juste fonctionnel, c'était une œuvre d'art que les familles chérissaient pendant des générations. Un ondol coréen n'était pas juste un système de chauffage. Il façonnait toute la culture et le style de vie des gens qui l'utilisaient. Nos systèmes modernes sont indéniablement plus pratiques, mais ils sont aussi plus fragiles, plus gaspilleurs et franchement beaucoup moins intéressants. Ils sont devenus invisibles, oubliables et déconnectés de nos vies quotidiennes d'une façon que le chauffage ancien n'était jamais. Conclusion. Des magnifiques apocaustes de Rome à l'élégant ondol de Corée, du Lipwelkang tout en un au simple brasero grec portable. L'histoire de nos ancêtres n'est pas celle de trembler impuissamment dans l'obscurité. C'est une histoire d'ingéniosité brillante et non-stop. Ce ne sont pas juste des artefacts primitifs, ce sont des systèmes sophistiqués et résilients construits sur une compréhension profonde de la physique. Ils exploitaient la chaleur radiante pour réchauffer les gens directement, créant un sentiment plus profond de confort. Ils maîtrisaient la masse thermique, transformant les sols et lits en batteries de chaleur géantes. Et ils faisaient tout cela avec des matériaux locaux, sans électricité et un niveau de durabilité qui devrait rendre notre monde moderne un peu embarrassé. La vraie leçon ici n'est pas sur quel système est le meilleur. C'est que la solution la plus intelligente n'est pas toujours la plus compliquée. Alors que nous faisons face à nos propres défis avec les coûts énergétiques et la durabilité, peut-être que le meilleur endroit pour chercher l'inspiration n'est pas en avant, vers le prochain morceau de technologie. Peut-être que c'est regarder en arrière, vers la sagesse oubliée des gens qui savaient comment rester au chaud avec rien de plus que pierre, argile et feu. Si vous voulez redécouvrir plus de connaissances perdues qui pourraient changer votre façon de vivre, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Merci d'avoir regardé.